Nous avons offert aux 4 candidats de la circonscription Montmagny-Lillet-Kamouraska de venir jaser avec nous, de venir nous présenter un peu, d'abord de vous présenter ces candidats, mais aussi de parler de leur plateforme électorale, puis de parler d'eux, de mieux les connaître. Ça vous permettra de vous faire une meilleure idée pour le 21 octobre, lorsque ce sera le moment de voter. Aujourd'hui, c'est parce qu'on est allé par tirage au sort. Aujourd'hui, c'est le candidat du Bloc québécois, Louis Gagnon. Louis Gagnon, bonjour. Bonjour, M. Montminy. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous aussi? Oui, merci. Un peu grippé? Oui, voilà, un peu grippé, mais ça s'en va. C'est la fin du rhume, donc je retrouve une nouvelle énergie. On échange beaucoup on se donne la main, on s'embrasse en chantant. C'est un peu comme dans le temps du jour de l'an. C'est exactement ça, mais 7 jours sur 7. On voit beaucoup de monde durant une campagne électorale. Oui, quand même, oui. Monsieur Gagnon, la première question qui me vient à l'esprit, c'est votre deuxième campagne. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec la première? Bien, je trouve qu'on est plus calme. Je suis plus en zone, disons, en zone de connaissance. Et puis, je connais mieux le comté aussi. Alors, pour moi, c'est plus agréable. C'est comme un peu n'importe quoi dans la vie. Hein. Quand on fait quelque chose la première fois, il y a beaucoup d'insécurité, il y a moins de confort. Puis, voilà, donc quand on répète quelque chose, on devient plus calme, toujours aussi déterminé, mais je pense que je fais les choses de façon un peu plus réfléchie. Pourquoi? Vous revenez, hein, vous n'avez pas gagné la première fois. Pourquoi revenir après 4 ans? C'est quoi qui vous a incité à revenir en politique? C'est assez rare quand même, je pense, en politique, que des gens vont peut-être gagner la première fois. Je pense qu'il faut se faire connaître, puis on n'abandonne pas après un premier échec. Hein, c'est comme n'importe quoi. Si vous faites du vélo, puis vous arrêtez d'en faire parce que vous avez tombé, vous n'y arriverez jamais. Donc moi, je reviens parce que j'y crois. J'ai vraiment des convictions profondes. Puis j'adore la région aussi, j'aime le comté. Moi, je suis originaire de Rivière-du-Loup, mais évidemment, je connais quand même bien tout le comté. Et puis, j'aime vraiment l'endroit. Puis je pense que avec le parti que je représente, le Bloc québécois, on est vraiment un parti qui veut représenter les régions du Québec, parler du Québec, puis donner plus d'avantages, donner plus de gains pour les gens de chez nous. Donc, ça fait partie. En parler. Vous faites quoi dans la vie, comme votre carrière? Vous êtes professeur? Exactement, je suis professeur de français au cégep de Rivière-du-Loup. Encore là? Ou... Bien là, je suis en congé sans solde. J'ai pris un congé pour la campagne électorale. Puis, c'est ça. Fait qu'on va voir si ça va être un sans solde de 1 mois ou de 4 ans. Je ne sais pas encore. Mais comme c'est la deuxième fois que vous vous présentez, est-ce que ça se peut que ce soit plus facile, je le mets entre guillemets, là, mais la campagne il y a 4 ans, ça a été plus difficile sous le règne de M. Duceppe. On semble voir qu'il y a un vent d'énergie pour le Bloc québécois avec le nouveau chef, M. Blanchette. Est-ce que c'est pour vous plus facile de faire cette campagne-là que ça l'était il y a 4 ans? Bien, les deux campagnes étaient... moi, je trouvais que M. Duceppe était très bon à la dernière campagne, mais je pense que les gens, ça faisait quand même un certain temps que M. Duceppe était dans le paysage, on va dire, télévisuel. Je pense que les gens avaient peut-être envie de passer à autre chose. Personnellement, moi, je l'avais trouvé très bon, mais bon, mon regard est biaisé, évidemment. Mais M. Blanchette, en effet, est très bon. Puis sur le terrain, les gens nous disent beaucoup, beaucoup, beaucoup. « Ah, votre nouveau chef, il est super clair, il est super cohérent, il est intéressant. » Puis j'ai l'impression que parmi tous les chefs présentement, en fait, je n'ai pas juste l'impression, je suis pas mal convaincu que c'est le meilleur. Puis c'est lui qui amène les propositions les plus intéressantes. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé du fait... Bon, on a connu tous les problèmes que le Bloc a connus pendant les 4 ans. Là. Ouais. On ne parlera pas du passé. Mais qu'est-ce qui fait que, il me semble, ça a l'air plus facile avec M. Blanchette? C'est l'image du chef? Mais je pense que c'est le fait qu'il ait vraiment réussi à rassembler tout le monde. À un moment donné, ça prend un leader, hein, un meneur. Puis je pense qu'il a vraiment réussi à faire ça, à mettre tout le monde dans la même direction, à dire, bon, il a présenté un plan clair, c'est là qu'on s'en va, beaucoup sur l'environnement, beaucoup sur l'économie reliée avec l'environnement. Puis quand tout le monde a l'impression que c'est un plan qui est actuel, on est en 2019, puis c'est un plan qui correspond à ce qui se passe chez nous en 2019, je pense que c'est la cohérence, la clarté qui fait qu'il est bien apprécié. Ce qu'on veut savoir, principalement en recevant les candidats cette semaine, c'est la plateforme électorale pour vous. Qu'est-ce qui est important? Parce que moi, ce que je veux, c'est... Bon, on parle de M. Blanchette, le national, c'est correct, mais moi, je ramène toujours ça chez nous. Ben oui. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe chez nous. Le chef, peu importe le parti, il est à l'extérieur, il est à Ottawa, mais
Moi, c'est mon comté. Pour moi, c'est ça qui est important. 100% d'accord. Quelles sont vos priorités pour votre plateforme électorale? Qu'est-ce que vous pensez ou voulez passer comme message à cette élection-ci? Excusez-moi. Ce qu'on veut passer, entre autres, c'est au niveau de l'occupation du territoire. Moi, je pense qu'on est dans un comté où c'est très important d'occuper vraiment partout le territoire. Un des premiers dossiers, je pense, dont il faut parler, c'est au niveau de la gestion de l'offre, au niveau de l'agriculture. Je pense que le Parti libéral a cédé sur la gestion de l'offre, ce qui fait que les agriculteurs, qui sont des entrepreneurs, ont perdu des parts de marché. Et pour eux, les agriculteurs, c'est des gens qui investissent beaucoup. Et puis, des fois, on pense aux agriculteurs, puis on se dit, ça veut dire, c'est la ferme, puis tout ça. Mais évidemment, pour l'économie de nos régions, les quincailleries, par exemple, qui sont dans les régions, souvent, eux, c'est des gens qui travaillent énormément avec les agriculteurs. Les agriculteurs vont acheter du matériel là-bas. Souvent, les épiceries, les dépanneurs dans les villages autour, c'est essentiel qu'on ait les fermes qui soient vraiment en forme puis qui soient actives. Donc, la gestion de l'offre, pour moi, on veut déposer une loi au Bloc québécois pour qu'on ne puisse plus toucher à la gestion de l'offre et on ne va pas voter non plus pour un budget qui ne fera pas suivre les compensations. Donc, pour moi, l'agriculture dans notre région, je pense que c'est un dossier qui est super important. Puis, je vais relier ça avec, évidemment, Internet et les téléphones, la téléphonie cellulaire. On n'a pas le choix d'en parler dans notre comté, surtout dans la partie sud du comté. Je pense que vous avez beaucoup d'auditeurs dans le coin de Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Saint-Adalbert, tout ce secteur. Eh bien, Saint-Damas, il y a des problèmes avec la téléphonie cellulaire. Puis, malheureusement, dans les dernières années, peu de choses ont été réglées. Alors, nous, ce qu'on veut faire, première chose au Bloc, on veut ramener le CRTC au niveau du Québec. Puis je pense que le CRTC, c'est eux qui s'occupent des communications, des télécommunications, puis qui vont donner des permis à des compagnies comme Bell ou Vidéotron pour opérer à Montmagny, pour opérer à Rivière-du-Loup, pour opérer à Québec. Ils vont donner des spectres, on va appeler ça des spectres au niveau des bandes passantes, puis tout ça. Mais c'est au CRTC, c'est au gouvernement à obliger ces compagnies-là à aller dans les endroits où eux vont peut-être dire « on va faire moins de sous », mais si, par exemple, ils en font pas mal des sous à Montmagny, ils en font pas mal des sous à Rivière-du-Loup, ils en font pas mal des sous à Québec, puis les gens justement de Saint-Pamphile, ils paient des taxes comme vous et moi aux dernières nouvelles. Ils n'ont pas d'exemption de taxes à Saint-Pamphile. Bien, pourquoi il n'y aurait pas de service au niveau de la téléphonie cellulaire, tandis que vous et moi, ici, à Rivière-du-Loup, bien, on en a. Donc, ça, c'est deux des points, disons, par rapport à la région. Est-ce que c'est les deux points les plus importants ou vous en défendez sûrement d'autres? J'en ai d'autres. Au niveau du comté, je pense qu'on a beaucoup d'entrepreneurs. Montmagny et Rivière-du-Loup, vous savez, on dit que c'est deux villes qui sont, on va dire, les deux pôles du comté, deux grandes villes. C'est deux villes, beaucoup d'entrepreneurs. C'est des villes où on a des compagnies, des entreprises, beaucoup privées. Si on compare avec une ville comme Rimouski, qui est plus une ville de service, on pourrait dire. Mais nous aussi, c'est l'entreprise. Et au Bloc, il y avait un programme qui existait en 2013 qui était les rénovations Réno-Vert. Il me semble que c'était ça le nom. Ça avait été aboli par les conservateurs en 2013. Nous, on veut ramener ça dans le décor. Puis ça, ce que ça a comme conséquence, c'est que dans le comté, avec les entrepreneurs, puis aussi avec, bien sûr, les gens qui ont des habitations, bien, on a l'impression que ça va créer vraiment un mouvement intéressant, non seulement pour économiser au niveau de l'énergie, bien, pour l'environnement, ça va être bon, pour les entrepreneurs, ça va être bon, pour les gens aussi, que, bon, les maisons qui ont été parfois fabriquées dans les années 60, 70, on a besoin des mises à jour, puis tout ça. Donc ça, c'est un autre projet, je pense, qui peut être intéressant. Ensuite, c'est un dossier national, mais qui revient aussi quand même par ici. C'est au niveau des voitures électriques. Vous savez qu'aujourd'hui, au Canada, il y a environ 2 % des voitures neuves qui sont vendues, qui sont électriques. Donc, c'est un chiffre qui est trop bas. Je pense qu'on devrait faire beaucoup mieux. Et au Bloc, on veut ramener un crédit au niveau du gouvernement fédéral, qui serait très important. Dispendieuses, ces voitures-là. Là, exact. Sont trop dispendieuses. Sont beaucoup trop dispendieuses. Et il faut il faut créer le mouvement. Il faut que ça parte. Puis, vous savez, au Bloc québécois, les gens, parfois, disent qu'on ne peut pas prendre le pouvoir. Les gens vont dire, ah, bien, vous êtes dans l'opposition. Je m'en venais là. Mais au Bloc québécois, je vous voyais venir. Je m'en venais là. Puis, mais au Bloc québécois, par contre, il y a quelque chose qu'on peut faire. Ça s'appelle exercer le pouvoir. Et ça, c'est une très grande différence. Parce que vous savez que si on se retrouve au gouvernement, il y a 338 sièges. Dans tout le Canada, il y a 338 élus. Puis nous, dans notre région, on peut envoyer une personne qui va représenter un parti. Toutes les lois, peu importe le projet de loi qui est déposé, ça prend donc 338 divisé par 2, 169. Donc, avec 170 votes, peu importe qui vote pour vous, bien, votre projet de loi fonctionne. Votre projet de loi, il passe. Là, on s'en va vers un gouvernement minoritaire. Il y a des très, très bas. Tous les sondages, depuis le début de la campagne, c'est ça. Si on imagine qu'au Bloc québécois, on se retrouve avec la balance du pouvoir, c'est-à-dire que le parti qui va être là n'aura pas 170 députés, donc ne pourra pas faire passer son projet de loi sans avoir l'accord de l'opposition.
Mais si nous, dans l'opposition, c'est nous qui peut finalement dire un peu le oui ou le non, bien nous, nos projets de loi, on va pouvoir les faire passer. C'est ça qu'on appelle exercer le pouvoir. Et à partir de là, bien évidemment, il va y avoir des gains pour le Québec, il va y avoir des gains pour la région, et là, ça devient vraiment intéressant avec cette balance du pouvoir. Et M. Gagnon, je vous pose la question immédiatement, c'est que si un gouvernement minoritaire, on sait que ça ne dure jamais longtemps, un gouvernement minoritaire, donc on n'aura pas le temps de pouvoir les passer, ces projets de loi-là, parce que souvent, le gouvernement est renversé, puis on va en élection. Oui, bien, donc, ce que vous dites, bien, souvent, ça ne se présente pas. Puis, moi, ce que je veux revenir, c'est que vous avez parlé de la gestion de l'offre tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez changer au Bloc québécois? Parce que ce qu'on a perdu, les acquis que nos agriculteurs ont perdus, on ne pourra pas les retrouver. Alors, qu'est-ce que le Bloc peut faire de plus? Parce que vous parliez tout à l'heure que vous vouliez intervenir auprès des gouvernements par rapport à la gestion de l'offre. Et comme on a perdu ces acquis-là, on ne peut pas les reprendre. Ouais, alors, mais qu'est-ce que le Bloc peut faire? Vous savez, les agriculteurs, présentement, je pense qu'ils se demandent pour qui voter. Je pense pas qu'ils vont voter pour le Parti libéral, pour être honnête. Je pense que les agriculteurs, moi, il y en a à qui je veux serrer la main, ils me demandent si je suis du Parti libéral avant de me donner la main. C'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils sont fâchés. Puis s'ils ont raison de l'être, je pense. Maintenant, peut-être qu'on pourrait dire, ils pourraient se tourner vers les conservateurs. On pourrait dire ça. Les agriculteurs, peut-être qu'ils vont dire, les conservateurs vont peut-être protéger la gestion de l'offre. Mais pensez à ça. Maxime Bernier, là, il est contre la gestion de l'offre, tout le monde sait ça. Il est passé à une centaine de votes d'être le chef du Parti conservateur. Une centaine, c'est à peine, là. Ça veut dire qu'il y a à peu près la moitié des membres du Parti conservateur qui auraient été prêts à abandonner la gestion de l'offre pour pas grand-chose. Parce que dans l'Ouest canadien, eux autres, là, c'est pas des fermes laitières. C'est des fermes avec les élevages de bœuf, tout ça. Donc, les agriculteurs peuvent pas se tourner vers les conservateurs. Puis je vous dirais même que l'entente avec les États-Unis qui a été signée, si ça avait été les conservateurs, ça leur aurait été encore pire. Moi, je suis convaincu de ça. Maintenant, quand le Bloc québécois était fort à Ottawa, il y a eu 16 traités internationaux qui ont été signés. Des traités internationaux qui ont été signés avec 16 pays. La gestion de l'offre n'avait jamais bougé. Quand le Bloc était fort. Parce que le Bloc exigeait, en négociant avec le gouvernement, que la gestion de l'offre ne soit même pas mise sur la table. On ne sait même pas pourquoi les libéraux l'ont mis sur la table. Là, le Bloc est plus faible. Il y a eu 3 traités. Dans les 3 derniers traités, les 3 fois la gestion de l'offre a perdu, s'est fait enlever une partie. Donc, si le Bloc revient, bien nous, on va ramener les compensations, c'est-à-dire qu'on va les ramener pour de vrai, parce qu'au moment où on se parle, c'est une promesse électorale, c'est pas dans le budget. Nous, on votera pas pour un budget où ça, c'est pas inclus. Mais comme vous disiez tout à l'heure, gouvernement minoritaire, on fera pas tomber le gouvernement pour rien. On va pas là, on n'est pas des radicaux. Là. On va pas arriver là. On sait que les gens, ils veulent pas voter chaque année. Là. Nous, on va aller là, on va négocier. On est des gens sensés, on est des gens réfléchis. On va pas là pour faire tomber le gouvernement. On va là pour que ça fonctionne. Non, parce on sait qu'un gouvernement minoritaire, ça ne dure jamais longtemps. Ça peut durer 4 ans. Pourquoi pas? Ça peut durer 4 ans. Puis moi, je trouve que ce serait probablement, tout le monde serait gagnant si on négociait, au lieu d'avoir un gouvernement comme le gouvernement du Parti libéral qui était majoritaire dans les 4 dernières années, qui a pris beaucoup de décisions qui ont déplu à une très, très, très grande partie de la population. Parce qu'eux, ils font à leur tête, ils négocient pas, ils parlent pas. Autant avec les conservateurs qu'avec le Bloc, qu'avec le NPD, s'ils ont des élus, puis les Verts. Moi, je veux dire, je pense qu'il faut se parler. Puis nous, en tout cas, je vous garantis qu'on n'ira pas là pour faire... Notre but, c'est pas de faire tomber le gouvernement. Notre but, c'est que ça fonctionne, puis que ça marche. Que ça marche pour le Québec, que ça marche pour le comté de Montmagny, Lillé, Kamouraska, Rivière-du-Loup. On parle beaucoup du corridor énergétique aussi. Oui, ça en français, corridor énergétique, ça s'appelle un pipeline. OK. Alors, j'aimerais ça connaître votre position là-dessus, parce que ce soit les libéraux ou conservateurs. J'ai entendu... M. Scheer en a parlé avec... Oui. Avec tout le monde en parle à l'émission de dimanche dernier. Moi, j'ai entendu M. Généreux ici. Vous en avez parlé avec M. Avec l'achat du pipeline. C'est quoi votre position là-dessus? Moi, je suis complètement opposé au corridor énergétique. Vous savez, le corridor énergétique, c'est pour l'exportation. On est d'accord avec ça. C'est-à-dire que présentement, les raffineries à Lévis, Montréal, eux autres sont pleins à craquer. Ça ne va pas être raffiné au Québec. Mais ça, tout le monde sait ça. C'est pour l'exportation. Donc, nous, au Québec, dans le comté, pourquoi on prendrait le risque de voir un pipeline passer chez nous? Qu'est-ce que ça nous donnerait personnellement? Là, peut-être qu'on pourrait dire, au moins, ça fait rouler l'économie canadienne. Mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, là. Pourquoi on fait la promotion d'entreprises privées? Vous savez, les multinationales qui nous vendent du pétrole en Alberta, c'est pas le gouvernement du Canada qui possède, c'est des compagnies privées. Vous êtes d'accord avec moi? Mm-hmm. Mais pourquoi on fait la promotion de eux pour faire l'exportation? Et non seulement ça, mais on les subventionne.
Vous savez, les gens qui nous écoutent, là, tout le monde travaille fort, hein, on paye des impôts, tout le monde paye des impôts. Moi, je vous l'ai dit, je suis professeur, je paye des impôts. Pourquoi il y a une partie de mes impôts au fédéral qui va pour subventionner, pour donner des crédits d'impôt à des milliardaires de l'Alberta dont le Parti conservateur fait la promotion? Moi, je vous avoue que ça m'épate. Et on imagine un corridor énergétique qui passerait entre les pylônes d'Hydro-Québec. Moi, c'est l'idée la plus absurde que j'ai jamais entendue de ma vie. Hydro-Québec n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi, nous, on irait exporter notre électricité en Alberta? Il y a quelqu'un qui a déjà parlé de ça? Je veux dire, pour moi, c'est une idée. C'est vraiment on va dire, du lobbying pour des compagnies privées. Puis, vous savez, M. Généreux, moi, comme personne, je l'aime beaucoup. Comme personne, comme candidat dans la région, moi, je trouve qu'il a vraiment fait quelque chose d'intéressant. Mais je trouve qu'il est vraiment dans le mauvais parti politique, par contre. Je trouve que les conservateurs, déjà, ils questionnent l'avortement. Je trouve que c'est absurde de parler de ça en 2019. Moi, si on m'avait dit que je ferais un jour une campagne électorale où je parlerais d'avortement, je vous aurais dit, hey, c'est pas vrai, on est-tu en 1952? Mais non, à cause de ce parti-là, on parle de ça. Puis là, vous me parlez du corridor énergétique, vous avez raison de le faire, mais c'est ça. Ça ne s'appelle pas un corridor énergétique, c'est un pipeline, c'est pour l'exportation. Au Québec, on gagne rien du tout avec ça. Et au Bloc québécois, on veut arrêter de subventionner les multinationales de l'Ouest canadien. C'est une aberration. M. Scheer dit, pourquoi pas avoir du pétrole canadien? Pourquoi? Et on parle d'échange avec M. Legault par rapport à l'électricité. Ouais. Nous, on pourrait vendre à nos voisins albertains et eux nous vendent le pétrole et on aurait du pétrole canadien. Vous répondez quoi là-dessus? Mais eux, en Alberta, ils sont 4 millions. Par rapport au pétrole d'autres pays. Oui, c'est ça. Mais là, pour l'instant, d'abord, on achète déjà plus que 50 de notre pétrole vient du Canada, au moment où on se parle, et le reste vient en très, 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 très grande majorité des États-Unis. Donc, pour l'instant, on est plein. Mais moi, je trouve qu'à un moment donné, le pétrole, vous, je suis certain que vous aimeriez ça aussi, qu'on commence à parler d'autres choses, c'est-à-dire parler d'autres énergies. Parce que vous savez, il y a des pays qui disent qu'en 2030, ils ne vont plus vendre de voitures à gaz. Ça va être la France, c'est un pays qui a dit, à partir de 2030, nous, on va arrêter les voitures à essence, on se tourne vers d'autres choses parce que là, ça n'a plus de bon sens. Mais imaginez, nous, avec un pipeline qui passe ici, dans 20 ans, on va trouver que c'est tellement ridicule, ça n'a tellement pas de bon sens. Ça va être une idée dépassée. Donc, pour moi, tout ça, là, c'est vraiment... Je trouve que c'est un parti, le Parti conservateur, qui est financé par des pétrolières. C'est ça, la vérité. Vraiment, là. Puis, eux, c'est des compagnies privées. Pourquoi ils ne fait pas du lobbying pour Bombardier à la Pocatière? Vous savez, des auditeurs, hein, je suis certain, qui travaillent chez Bombardier, puis tout ça. Si le candidat du Parti conservateur dans la région faisait autant de lobbying pour Bombardier qu'il en fait pour les pétrolières de l'Alberta, bien, je vous garantis que ça irait probablement pas mal mieux chez Bombardier à la Pocatière, parce qu'eux autres, ils ont des diminutions qui sont régulières. Il y en a encore eu dernièrement des coupures. Puis moi, je l'inviterais plutôt à se concentrer là-dessus, puis à lâcher les milliardaires de l'Alberta avec leur gaz. Vous avez parlé de l'avortement tout à l'heure. Oui. J'ai pas le choix, il faut absolument que je vous pose la question, savoir moi... votre position, parce que si vous étiez maintenant assis comme député, bien, vous auriez le droit de vote, alors. Oui, exactement. C'est quoi votre position là-dessus? Bien, je pense que les femmes, depuis Simone de Beauvoir, vous vous le rappelez, son livre Le deuxième sexe, et depuis, en fait, encore plus longtemps que ça, je pense que les femmes ont le droit de disposer à 100 % de leur corps et que des hommes, en plus, une grande majorité d'hommes, viennent leur dire quoi faire. Je trouve que c'est vraiment scandaleux. Je trouve que c'est pas la société québécoise. Et vous savez, on parle des fois de laïcité, hein? Mais pour moi, la laïcité, les gens ils s'appellent pro-vie, là, mais c'est des gens qui sont finalement contre le droit des femmes. Ce sont des groupes religieux, extrémistes, associés à la droite catholique, beaucoup soutenus, qui soutient en tout cas en grande majorité le Parti conservateur. Et moi, je trouve que... Moi, c'est sûr que, je veux dire, ce serait même pas une... Moi, je voterais, évidemment, contre toute question qui aurait un semblant de quoi que ce soit à faire avec le droit des femmes à disposer de leur corps. Les femmes sont libres, sont comme vous et moi. Puis si jamais il y avait une décision qui était prise par rapport à tout ça, ce seraient les femmes qui devraient le voter. Puis c'est certainement pas une gang d'hommes. Puis les femmes, évidemment, voteront jamais contre elles-mêmes. Je trouve que c'est d'une absurdité totale. Et si jamais j'étais dans un parti politique qui voudrait questionner ça, je vous jure que je claque la porte demain matin. Vous avez déclaré récemment que le député actuellement, le député sortant, M. Généreux, n'était pas ministrable. Oui. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous aimez bien le travail qu'il a fait pendant 4 ans. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous fait... qu'est-ce qui vous fait faire cette réflexion-là, ou parce que vous l'avez dit tout haut? Oui, avec, en entrevue avec le journal. Alors, oui. Pourquoi avoir
mentionné que M. Généreux n'était pas ministrable. Bien, OK. Je pense que le travail de député se sépare en deux. Puis je pense que vous en avez déjà parlé aussi ici avec M. Généreux. Il me semble que j'avais entendu quelque chose. Il y a le comté, puis il y a Ottawa. Moi, je trouve que dans le comté, M. Généreux a fait un bon travail, je le répète. Et il est très gentil comme personne. Je trouve qu'à Ottawa, il n'a pas fait un bon travail. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments, comme l'histoire pour l'avortement. Ils ont demandé, il y avait une motion pour dénoncer ça. M. Généreux a voté contre ça. Après ça, on lui a demandé pourquoi. Il dit « Ah, ben nous autres, ça, on vote toujours contre. » Tu sais, je trouve que c'est pas très rigoureux. Il y avait un chroniqueur de Vancouver, à un moment donné, qui avait écrit un article, puis il disait que les Québécois, c'était tous des racistes. Il disait, il y avait eu un projet de loi du gouvernement du Québec, je ne me souviens même pas lequel exactement, je pense que ça avait rapport avec la laïcité, puis lui avait dit, les Québécois, c'est tous des racistes. Alors, à la Chambre des communes, on a demandé à tout le monde, on a dit, est-ce qu'au moins on pourrait se lever pour dénoncer qu'un journal, c'était le Washington Post, qui est quand même un journal à l'international, qui est lu aussi, puis là, lui, il dit, tous les Québécois, c'est des racistes. Donc, on dit à la Chambre des communes, est-ce que tout le monde, on peut se lever pour dénoncer le racisme envers le Québec? Parce que finalement, ça nous donne une mauvaise image. Bien, M. Généreux, lui, il a voté contre ça. Il a dit non, c'est correct, on peut traiter les Québécois de racistes. Donc, pour moi, quelqu'un qui travaille comme ça à Ottawa, bien, ça lui donne une note de passage, ça lui donne pas la note de passage, ça lui donne 50 %. Je trouve que dans le comté, il a fait quelque chose d'intéressant. Et pour cette raison-là, selon vous, il n'est pas ministrable? Bien, c'est-à-dire que s'il n'est pas capable de voter à Ottawa pour des choses raisonnables, comment voulez-vous être ministrable? Parce que le travail de ministre, c'est beaucoup le travail à Ottawa, c'est beaucoup le travail de lecture des lois, de compréhension des dossiers. Mais là, je vous en ai donné deux, évidents. Puis pour moi, à un moment donné, il faut prendre des exemples quelque part. Je vous donne ces deux exemples-là. Pour moi, déjà, je me dis, malheureusement, au niveau du travail qui est fait là-bas, pour moi, ça passe pas. Puis 50 % aux dernières nouvelles, ça passe pas non plus. M. Gagnon, le temps passe vite. Est-ce que vous croyez, parce qu'il y a beaucoup de changements avec le Bloc québécois, on parle de gouvernement minoritaire, c'est sûr que le Bloc québécois peut prendre quelques sièges, ce qui peut changer la donne par rapport aux résultats le 21 octobre. Est-ce que... Je m'excuse. Comment calculez-vous vos chances de remporter le comté? Moi, je ne ferai certainement pas dans la prétention, hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de travail à faire encore. Je pense que moi, je suis sur le terrain le plus possible. Chaque jour, je vais rencontrer les gens. Chaque jour, je parle de nos projets. Je pense qu'on a des beaux projets en environnement. Je pense qu'on a des beaux projets pour l'économie. Est-ce que vous croyez que vos chances sont meilleures qu'il y a 4 ans? Oui, je pense que mes chances sont meilleures qu'il y a 4 ans. Oui, je pense que je suis plus connu. Je pense que notre chef peut-être... oui. Le chef est mieux reçu un peu, je pense. Il apporte une énergie nouvelle. Moi, je suis plus connu qu'il y a 4 ans. La campagne il y a 4 ans, elle n'est pas perdue. Hein, elle est encore là. Les gens que j'ai rencontrés il y a 4 ans, moi, je n'ai pas changé beaucoup mon discours. Hein. Je pense que je l'ai peut-être peaufiné un peu. Mais grosso modo, je dis à peu près ce que je disais il y a 4 ans. Le 21 octobre, vous êtes élu. Oui. Que faites-vous le 22? Bien, le 22 octobre... C'est quoi votre priorité pour vous si vous êtes élu? Je pense que la priorité pour moi, je vais revenir à ce que je vous ai dit au début de l'entrevue, au niveau de l'occupation du territoire. Je pense que je vais commencer par m'occuper de nos agriculteurs, parce que nos agriculteurs, c'est eux qui nous nourrissent aussi. C'est eux qui amènent de la nourriture sur la table. Donc, je pense que la première chose, c'est comme je vous ai dit, je m'occuperai du dossier de la gestion de l'offre en lien avec l'occupation du territoire. Pour moi, c'est important. Je n'ai pas eu la chance de vous en parler aujourd'hui, mais je voulais aussi vous parler de Post Canada. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est aussi très important pour la région. C'est quelque chose qu'on a moins parlé pendant cette campagne-là, mais j'ai parlé avec beaucoup de... C'est la première fois que j'en entends parler de Post Canada. Oui, bien voilà. Pourquoi? Il nous reste 2 minutes à peu près. Bien, parce que... Je trouve qu'au niveau de Post Canada, moi, j'ai rencontré des gens qui travaillent super fort là-bas puis qui ont beaucoup de projets. Hein. Eux, ils parlent d'électrifier toute la flotte de Post Canada. Ils parlent aussi de l'électrifier puis de la faire au Canada, en fait, cette flotte-là, de construire les véhicules de Post Canada. On parle aussi de différents projets, par exemple, dans les villages. Vous savez, on a été un peu abandonnés par les caisses populaires dans les villages. Il y a moins de guichets automatiques, tout ça. La Poste parle d'ouvrir quelque chose qui s'appelle la banque postale. C'est-à-dire que ce serait des services bancaires qui seraient offerts directement au bureau de poste. Les postiers aussi voudraient assurer une vigie pour les personnes âgées qui habitent seules. Vous savez, en allant porter le courrier et tout ça, un système de surveillance pour les personnes âgées qui sont un peu autonomes, mais peut-être, on va dire, semi-autonomes, mais qui veulent rester à la maison. Donc, il y a plusieurs propositions de Post Canada que moi, je trouve hyper intéressantes pour l'occupation du territoire, comme j'ai parlé tout à l'heure. Je pense que c'est très important de regarder dans ce sens-là pour nous. Puis au Bloc, moi, je vais parler que du Québec, juste du Québec, que de la région. Moi, je ne représente pas mon parti dans la région. Moi, je vais représenter la région dans mon parti à Ottawa. C'est comme ça que je vois ça. C'est déjà terminé.
Et comme je fais avec les autres candidats, je vous laisse 60 secondes OK. pour pouvoir vous adresser Parfait. aux gens qui nous regardent pour des invités le 21 octobre. Allez-y. Bien, bonjour. Et voilà, je pense qu'en politique, il y a deux aspects. Hein. Je pense qu'il y a les actions et il y a les paroles. On peut dire toutes sortes de choses pendant une campagne électorale, mais je pense qu'il faut voir aussi qu'est-ce qui est fait et, évidemment, on n'a pas le choix aussi parfois de se tourner vers le passé pour voir qu'est-ce qui a été fait. Donc, moi, j'invite les gens à vraiment regarder la plateforme du Bloc québécois. Si vous voulez aller voir sur Internet, c'est assez facile à trouver. On a des mesures pour l'environnement, on a des mesures pour les aînés aussi. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais on veut augmenter les prestations au niveau du supplément de revenu garanti pour arriver à peu près à 1 300 de plus par année. On a plusieurs mesures pour les personnes âgées. Le Bloc québécois, c'est vraiment un parti qui va toujours défendre les intérêts du Québec et surtout aussi les intérêts des régions. Donc, on vous invite vraiment à venir avec nous, puis on pense qu'on va être en bonne position pour avoir la balance du pouvoir. On va vous souhaiter une bonne fin de campagne. Merci beaucoup. Et c'est tout le temps qu'on a accordé à nos candidats. C'était M. Louis Gagnon du Bloc québécois. Ça complète. On revient dans quelques secondes.